22 h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce mercredi 12 novembre 2025. Voici les principaux titres. Examen et adoption de 5 projets de loi lors de la deuxième séance publique du Parlement ce matin à l'Assemblée nationale. Et en sport, Cristiano Ronaldo annonce sa retraite internationale après le Mondial 2026. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Conformément à l'article 51 de la Constitution, l'Assemblée nationale a tenu ce matin la deuxième séance publique de la deuxième session ordinaire du Parlement pour l'année 2025 de la 9e législature. Cette séance, présidée par le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, s'est déroulée en présence du Premier ministre, Abdelkader Kamel, des membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires. Après l'ouverture des travaux, le président de l'Assemblée nationale a invité les rapporteurs des commissions à présenter le rapport sur les projets de loi préalablement examinés. La séance plénière a été consacrée aujourd'hui principalement à l'examen et à l'adoption des projets de loi suivants. Projet de loi numéro 179 portant Start-up Act Djibouti, projet de loi numéro 180 portant ratification par la République de Djibouti de la ratification de la charte de l'initiative pour le Moyen-Orient vert, projet de loi numéro 185 portant approbation des comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2023, projet de loi numéro 189 également portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2025 et projet de loi numéro 195 portant création de l'autorité nationale de cybersécurité en procédure d'urgence. Les discussions ont notamment porté sur les dispositions du Start-up Act Djibouti, cadre fondateur pour l'innovation et l'entrepreneuriat, la charte du Moyen-Orient vert renforçant l'engagement du pays contre le changement climatique, la création de l'autorité nationale de cybersécurité en procédure d'urgence pour consolider la souveraineté numérique, le budget rectificatif 2025 concernant la réaffectation des crédits et les priorités de dépenses, les comptes financiers de l'ONEAD examinés au regard de sa gestion, de ses performances et de ses perspectives d'amélioration. À l'issue des débats et de l'adoption des textes inscrits à l'ordre du jour, le président Dileta a procédé à la clôture de la séance. Suivons à présent le mot d'ouverture de la séance plénière de ce matin prononcé par le président Dileta. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, bienvenue pour cette deuxième séance publique de la deuxième session ordinaire de l'année. La plénière de ce matin, mercredi 12 novembre, comporte l'examen de 5 projets de loi dont l'un est en procédure d'urgence. Pour plus de présidents, l'ordre du jour est le suivant. Il était inscrit en premier le projet de loi 179 AN 25 9e législature portant le Start Act de Djibouti, mais cela va être lu en deuxième. Mais nous allons commencer par le deuxième projet de loi 180 AN 25 9e législature portant ratification de la République de Djibouti à la charte de l'initiative pour le Moyen-Orient. Après le projet de loi 125 AN 25 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, pour l'exercice 2023. Quatrième projet de loi 189 AN 25 9e législature portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2025. Cinquième projet de loi 195 AN 25 9e législature portant création de l'autorité nationale de cybersécurité, qui est le projet de loi en procédure d'urgence que j'ai reçu du président il y a quelques jours.
Et dans les interventions qui ont suivi, les parlementaires ont interrogé l'exécutif sur plusieurs points relatifs au développement économique, à la gouvernance financière et à la sécurité numérique. Nous avons voté une grande réforme numérique, symbole de modernité et souveraineté. Mais aujourd'hui, la loi des finances rectificative ne traduit pas cette ambition. Comment parler de transition numérique sans moyens? Comment prétendre bâtir un État digital sans doter d'autorité, des cybersécurités et la digitalisation de l'administration des ressources qu'elle mérite? Nous ne pouvons pas laisser un texte structurant devenir une coquille vide. Aligner la norme et le budget, c'est donner force et crédibilité à notre action publique. Honorable député Kaltoun, pour également donner une réponse adéquate qui reflète bien la réalité et la vision, l'ambition et la mise en œuvre de la politique budgétaire par rapport au numérique, nous avons à cœur, et vous l'avez si bien dit, le numérique est très important. Et c'est pour ça que nous sommes toujours à côté du ministère en charge du numérique. Et ce que je voudrais dire, c'est que déjà, et vous le verrez bientôt, nous avons consacré des lignes au développement du numérique à Djibouti, tant au niveau de la sauvegarde des données, mais également à la cybersécurité. Et vous le verrez, Inch'Allah, dans notre prochain document portant sur la loi des finances initiale 2026. Et en réponse aux différentes interrogations des honorables parlementaires, les membres du gouvernement ont apporté aussi des éclaircissements et mis en avant les efforts considérables déployés par les départements ministériels pour atteindre leurs objectifs stratégiques malgré les contraintes économiques et opérationnelles. Madame la ministre, dans le projet de loi relatif aux start-up, il est mentionné que des personnes exerçant des emplois bénéficieront de congés pour lancer leurs propres projets de création de start-up. Le projet de loi prévoit d'accorder des exonérations fiscales aux investisseurs des start-up, ce qui constitue un encouragement, mais les vraies interrogations étant comment faire en sorte que d'autres entreprises ne profitent pas de cette mesure incitative pour tromper l'administration fiscale. Y a-t-il en ce sens des règles strictes que vous avez prévues pour éviter que ce genre de duperie à l'égard des fiscalités nationales? Merci, Madame la Ministre. Vous avez parlé d'investissement lourd, des congés, les questions qui sont revenues, exonération à éviter. Je suis très contente parce que quand ce projet est passé au Conseil interministériel et au Conseil des ministres, le ministre du Budget nous a soutenus. Et je tiens à le remercier parce que il y a une différence entre une start-up et une entreprise traditionnelle. On peut avoir que 2 start-up par an. Juste pour vous donner une idée de manque à gagner de l'État. 2 start-up par an parce que cette start-up va bénéficier des avantages après 7 ans. Et elle ne va pas distribuer des dividendes. Il y a dans l'article 3 les collèges et start-up. Ils seront accompagnés et ils auront un statut, une labellisation. Ce n'est pas une personne qui va venir se présenter à la douane ni à la direction des impôts pour demander des exonérations. Ils sont quelque part dans un incubateur conventionné. L'équivalent du clé, si Star, si demain Djibouti Télécom décide de mettre en place un incubateur, si la Chambre de commerce décide de mettre un incubateur, c'est des personnes qui seront accompagnées par ces différents incubateurs conventionnés. Les exonérations, l'impact, pour l'instant, il y a une question qui a été posée. Nous avions bénéficié d'un projet, et vous avez rappelé ce projet, et investi $1 million pour accompagner une cohorte. À chaque étape, il y avait 280 start-up dans la phase bootcamp. Après, on a réduit à 120 et à la fin, on s'est retrouvé avec 8 start-up qui aujourd'hui peuvent demander des exonérations parce qu'ils sont à une phase avancée. Ces 8 start-up ont créé 64 emplois. C'est juste pour vous dire l'impact sur l'emploi et la richesse future du pays. L'honorable député Ileya Ismail a interpellé les membres du gouvernement concernant les différents projets de loi à l'ordre du jour de cette séance. Regardez.
l'ONEAD demeure structurellement déficitaire sur de longues années. Il est temps de se poser les vraies questions. Que se passe-t-il? Les factures que nous recevons ont doublé, triplé, parce que là, il y a l'assainissement qui s'est rajouté. Mais le problème d'assainissement est toujours là aussi. Que se passe-t-il, Monsieur le ministre, au niveau de l'ONEAD? La facture est élevée, la facture est élevée. La facture n'a pas bougé depuis 2014. Vous n'avez qu'à voir, depuis 2014, le tarif 1000 litres d'eau, c'est 70 francs. Alors que, normalement, 200 francs, c'est le tarif pour équilibrer budgétairement. Le tarif est élevé. 1,5 litre, vous buvez tout Belbala, 48% de la population. 1,5 litre d'eau, vous connaissez les bouteilles d'eau minérale, c'est 100 francs. 1000 litres d'eau de l'ONEAD, même qualité, mêmes éléments nutritifs, c'est 70 francs. Comment on peut faire ça? Donc, il n'y a pas de facture élevée, il n'y a rien du tout. L'usine de dessalement que vous consommez à Belbala gratuitement, puisque 70 francs, c'est un mètre cube d'eau égale 4 kW. L'énergie, ça consomme beaucoup d'énergie. On est en train de faire énergie solaire pour remplacer l'énergie thermique qu'on est en train de consommer. Je crois que l'ONEAD fait du travail avec un tarif d'eau vraiment en deçà de la réalité. Et celui qui me dit le tarif d'eau, il n'a qu'à comparer tous les pays du monde. Le tarif n'a pas changé depuis 2014. Et nous poursuivons dans l'actualité, toujours le major général Charles Karamba, ambassadeur non résident du Rwanda auprès de la République de Djibouti, a effectué une visite de courtoisie aujourd'hui auprès du président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de cordialité en présence des responsables du Parlement. Au cours des échanges, les deux personnalités, en l'occurrence l'ambassadeur du Rwanda et le président de l'Assemblée nationale, ont évoqué les excellentes relations d'amitié et de coopération qui unissent Djibouti et le Rwanda. Elles ont également exprimé leur volonté commune de renforcer les liens entre les deux pays, notamment à travers la coopération parlementaire, l'échange d'expériences et la concertation sur les grandes questions régionales et continentales. Le président Dileta a souligné qu'il entretenait un attachement particulier envers le Rwanda, saluant le parcours remarquable du pays et les progrès réalisés dans divers domaines de développement. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement et du Programme des Nations Unies pour l'environnement, a organisé aujourd'hui à l'hôtel Kempinski le Forum national sur la promotion du solaire. Cet événement d'envergure s'inscrit dans la vision ambitieuse du pays d'atteindre 100% d'énergie verte à l'horizon 2035, conformément à la vision Djibouti 2035, grâce à un enseignement parmi les plus élevés d'Afrique. Djibouti dispose d'un potentiel solaire exceptionnel qui peut transformer durablement son paysage énergétique, et l'énergie solaire représentant aujourd'hui un levier stratégique pour renforcer la souveraineté énergétique, la promotion de la justice solaire et l'accélération de la transition vers une économie bas carbone. Et cette dynamique est soutenue par un cadre légal favorable, notamment la loi numéro 88 de la 7e législature du 21 avril 2015 qui autorise la production indépendante d'électricité pour l'autoconsommation. Le Forum national sur la promotion du solaire vise à mobiliser l'ensemble des acteurs publics, privés, communautaires et institutionnels autour d'une ambition commune, accélérer l'adoption du solaire à grande échelle à Djibouti. Écoutons pour plus de précision l'intervention du coordinateur du système des Nations Unies. Félicitations ici à l'Université de Djibouti pour avoir eu la vision à quelques années de mettre des programmes, de grades, de degrés d'ingénieur dans l'énergie solaire, déjà avec une vision qu'un jour, ça sera nécessaire au pays. Vous êtes en train d'ouvrir, de commencer une grosse révolution énergétique dans ce pays. On a dit toujours, Djibouti c'est déjà beaucoup de temps un hub logistique, mais Djibouti peut devenir aussi un hub de l'énergie renouvelable. On a les éoliens,
On commence maintenant les gros investissements dans le solaire à niveau industriel et tout vous que vous êtes en train de travailler déjà dans les installations solaires dans les maisons et dans les petits business et dans les villages. Je suis très content aussi d'avoir écouté un des ingénieurs nous a dit que vous êtes déjà en train d'exporter et de faire des installations au nord de Somalia, en Éthiopie, à Djidiga, je crois que vous avez dit. Donc, ce n'est pas seulement des installations à Djibouti. Djibouti peut devenir aussi un hub énergétique renouvelable qui peut exporter dans la région. Pas seulement les containers, on peut exporter aussi le know-how et la capacité sur l'énergie solaire. Et écoutons également l'intervention du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles. Comme vous le savez tous aussi, notre pays jouit de conditions naturelles exceptionnelles en ressources énergétiques renouvelables, dont un enseignement journalier parmi les plus élevés en Afrique et dans le monde. L'exploitation de l'énergie solaire se présente donc pour notre pays comme une formidable opportunité, tant par ses bienfaits bénéfiques pour l'environnement, l'économie et la société. En effet, face aux défis climatiques et à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'énergie solaire s'impose comme une solution prometteuse et stratégique de réduction de la dépendance aux combustibles fossiles, de génération d'énergie décarbonée et d'atténuation des effets du changement climatique. Parce qu'elle est un pilier incontournable de notre transition énergétique. Le gouvernement de la République de Djibouti, sous le leadership visionnaire du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a fait le choix de tirer profit du vaste potentiel en énergie solaire disponible dans notre pays en le mettant à la disposition de la population. Conformément à la vision présidentielle 2035 aussi, nous avons décidé d'exploiter cette énergie solaire en tant que levier important de notre politique énergétique nationale. À ce titre, nous avons en premier lieu mené les réformes nécessaires dans le secteur de l'énergie, notamment en libéralisant le marché de la production de l'énergie électrique dans notre pays par l'adoption en 2015 de la loi sur les producteurs indépendants d'électricité, puis en adoptant un cadre juridique sécurisant les projets énergétiques portés par les investisseurs et permettant le développement d'un partenariat public-privé comme mode de financement. Après avoir posé ces bases propices au développement des énergies propres, nous avons par la suite lancé un vaste programme d'électrification de tous nos villages les plus éloignés du réseau national de distribution électrique par l'installation des mini-centrales solaires. Aussi, nous avons impulsé des projets solaires d'envergure, parmi lesquels les projets relatifs à la construction de la première centrale électrique solaire au Grand Bara d'une capacité de 25 MW assortie d'un système de stockage sur batterie de 5 à 10 MWh. Dans l'actualité également, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsama, a participé à la 26e session de l'Assemblée générale de l'ONU Tourisme, placée cette année sous le thème « Le tourisme propulsé par l'intelligence artificielle, redéfinir l'avenir » qui s'est tenue à Riyad du 9 au 12 novembre. Les travaux de cette session offrent une plateforme cruciale pour Djibouti pour réaffirmer son engagement en faveur d'un développement touristique durable, inclusif et technologiquement avancé. L'importance pour Djibouti, riche de ses atouts naturels uniques, permet de s'intégrer pleinement dans la révolution numérique du tourisme mondial. Cette participation à cette Assemblée générale a été l'occasion de partager notre vision d'un tourisme djiboutien qui tire profit des technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle, pour améliorer l'expérience visiteur, optimiser la gestion de nos ressources et promouvoir nos trésors cachés sur la scène internationale. Rappelons que les travaux de cette session de l'Assemblée coïncident avec la célébration du 50e anniversaire d'ONU Tourisme et a vu la participation de plus de 165 pays et institutions. Le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, a pris part à la cérémonie d'ouverture de la 6e édition des Jeux de la solidarité islamique aux côtés du gouverneur de la ville de Riyad, des ministres des sports et des ambassadeurs de plus de 52 pays islamiques. Cet événement
marquant le lancement officiel des Jeux s'est déroulé dans une ambiance festive et symbolique mettant à l'honneur la diversité culturelle et l'unité du monde islamique. Les Jeux qui se tiennent du 7 au 21 novembre à Riyad réunissent 3500 athlètes issus de 57 pays autour des valeurs de solidarité, du respect et de l'excellence. Et dans le cadre de ces Jeux, le duo mixte djiboutien de tennis de table composé des jeunes Burhan et Nassima ont signé une victoire exceptionnelle face à l'équipe de Kirghizistan sur un score serré de 3-2 au terme d'un affrontement de très haut niveau technique. Ce match marqué par une intensité et une détermination sans faille a mis en lumière le talent, la cohésion et la combativité du duo djiboutien qui a su renverser la tendance dans les moments décisifs pour s'imposer finalement avec brio. Grâce à ce succès, Djibouti décroche sa qualification pour les quarts de finale où Burhan et Nassima affronteront le Kazakhstan, une équipe redoutable. Cette qualification symbolise une étape historique pour le tennis de table national et témoigne des progrès constants réalisés par les athlètes djiboutiens sur la scène internationale. En nouvelle du monde, les équipes de secours continuent à extraire les corps de la boue et des débris dans la région ougandaise de Sébé à la suite de pluies intenses et prolongées sur les hauts plateaux d'Elgon qui ont déclenché des mouvements de terrain massifs sur des pentes abruptes entre le 30 et le 31 octobre dernier. La Croix-Rouge ougandaise, qui dirige ces opérations de recherche et de récupération, indique que les espoirs de retrouver d'autres survivants s'amenuisent, même si les familles de la région continuent de signaler la disparition de leurs proches. Des centaines de survivants qui ont perdu leur maison sont actuellement hébergés dans des centres temporaires en attendant d'être déplacés vers des lieux plus sûrs. Mais le danger n'est pas encore écarté car de nouvelles pluies abondantes sont attendues dans les semaines à venir et les autorités mettent en garde contre de nouveaux glissements de terrain. Et enfin, en sport, la légende portugaise Cristiano Ronaldo a officiellement déclaré que la Coupe du Monde 2026 sera sa dernière compétition internationale sous le maillot du Portugal. À 40 ans, le quintuple Ballon d'Or a confirmé qu'il tirera sa révérence après le tournoi prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et à l'âge de 40 ans, il s'apprêtera à avoir 41 ans lors de la Coupe du Monde 2026, ce qui explique son choix de faire de cet événement l'apogée de sa carrière internationale. Ronaldo compte parmi les joueurs les plus prolifiques de l'histoire du ballon rond, plus de 950 buts, toutes compétitions confondues, et un record de plus de 140 buts en sélection nationale. Il a aussi confié que s'il était fier de tout ce qu'il avait accompli, il voulait désormais profiter du moment et vivre pleinement cette dernière étape. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est ainsi que prend fin cette édition. Excellente soirée sur Télé Djibouti.